Alors, pour tous les professionnels du chiffre, soyons très clairs, la conformité anti-blanchiment, ce n'est plus, disons, une simple bonne pratique. Non, c'est devenu une question de survie professionnelle purement et simplement. Ignorer les règles aujourd'hui, c'est vraiment jouer avec sa carrière. On va donc décortiquer ensemble ce qui s'apparente à un véritable guide de survie pour voir comment s'y retrouver dans cette nouvelle réalité. Et le point de bascule, c'est 2017. Qu'est-ce qui a changé depuis cette date? Eh bien, en un mot, tout. La loi a complètement redéfini le rôle du professionnel du chiffre. Avant, la mentalité, c'était quoi? C'était «moi, je m'occupe des comptes, je ne suis pas un enquêteur». Depuis 2017, c'est terminé. La nouvelle posture, c'est «je suis un acteur du système national de prévention». C'est un changement de paradigme, mais vraiment fondamental. Et surtout, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors, cette nouvelle réalité, elle s'articule autour de 3 enjeux, 3 piliers, si on veut, qu'il est juste impossible d'ignorer. Et attention, quand on parle d'ignorer, on ne parle pas de risquer de perdre un client, non, non. On parle de mettre en danger le cabinet tout entier et sa propre carrière. Voilà, le décor est planté. Premièrement, c'est une obligation légale, impérative, pas une recommandation, une obligation. Deuxièmement, le maintien du titre ITAA en dépend directement. Pas de conformité, pas de titre. C'est aussi simple que ça. Et le plus important, le troisième point, c'est la responsabilité personnelle qui est engagée. Et quand on dit personnel, ça inclut le pénal. Ce n'est plus une histoire qui concerne uniquement le cabinet, c'est une affaire personnelle. Le législateur a même trouvé une expression pour ça. On est maintenant considéré comme un capteur de risque. L'image est forte, mais elle est très juste. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est vu comme étant en toute première ligne pour repérer les anomalies. Pourquoi? Parce qu'on a un accès privilégié, unique, à des informations que personne d'autre ne voit. Et la conséquence logique de ce nouveau statut de capteur de risque, elle est implacable. La loi le dit noir sur blanc, l'inaction est une forme de complicité passive. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Face à un doute, détourner le regard, ce n'est plus une option. L'excuse du « je ne savais pas », elle ne tient plus la route. C'est terminé. Bon, face à tout ça, la question c'est comment on se protège? Comment on fait pour ne pas se retrouver en difficulté? Eh bien, la loi ne nous laisse pas sans rien. Elle impose une structure interne de gouvernance, on pourrait l'appeler un triangle d'acier. C'est une image, bien sûr, mais elle montre bien l'idée de solidité. Et attention, ce n'est pas une suggestion, c'est obligatoire, et c'est le meilleur rempart qui soit. Tout en haut de ce triangle, on a la PRN. C'est la personne responsable au plus haut niveau. Son rôle, c'est simple. C'est elle qui porte la responsabilité finale de tout le dispositif anti-blanchiment du cabinet. Le mot-clé, c'est bien « final ». Parce que cette responsabilité, on ne peut absolument pas la déléguer. Même si une erreur vient d'un collaborateur, au bout de la chaîne, c'est la PRN qui est en première ligne. Le deuxième sommet du triangle, c'est l'AMLSO, l'Anti-Money Laundering Compliance Officer. Lui, c'est le pilier technique. C'est un peu le chef d'orchestre de la conformité au jour le jour. C'est lui qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis. Il analyse les opérations bizarres, il documente tout, et surtout, c'est lui qui prend la décision ô combien critique de faire ou non une déclaration de soupçon à la sétif. Et enfin, la base de notre triangle, ce qui lui donne toute sa solidité, ce sont les collaborateurs, chacun d'entre eux. Ce sont eux la première ligne de défense, les yeux et les oreilles du cabinet sur le terrain. Et leur rôle, il faut bien le comprendre, ce n'est pas de jouer les détectives. Personne ne demande de prouver quoi que ce soit. Le rôle, c'est de détecter ce qui sort de l'ordinaire, ce qui cloche, et de faire remonter l'info. Sans cette base vigilante, tout l'édifice s'écroule. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur. Le moment crucial, le moment du doute. Qu'est-ce qu'on fait quand une opération, un document, une simple explication d'un client ne sonne pas juste? Quand on a ce petit sentiment que quelque chose ne colle pas. C'est là, vraiment, que tout se joue. Ce qui nous amène à la question à 1 million, qu'est-ce qui rend une transaction atypique? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? La réponse n'est pas si évidente, c'est beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. Et c'est souvent là que les erreurs les plus graves sont commises. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Atypique ne veut pas dire illégal. Absolument pas. Atypique, ça veut dire incohérent. C'est tout ce qui n'a pas de sens, pas de logique économique claire. C'est une opération qui ne correspond tout simplement pas à ce qu'on sait du client, de son business, de ses habitudes. C'est cette incohérence qui doit allumer le voyant rouge. Et ça nous amène à un changement de mentalité radical. Une sorte de nouveau mantra. Le doute profite à la vigilance, pas au client. C'est fini, l'époque où l'on se disait « bon, il y a sûrement une bonne explication ». Aujourd'hui, la loi nous dit le contraire.
Le moindre doute doit déclencher une vérification, une analyse interne. Ne pas le faire, c'est une faute. Face à ce doute, la loi impose une procédure très stricte, une chaîne logique en 5 étapes qu'on ne peut absolument pas court-circuiter. Étape 1, on détecte un fait bizarre. Étape 2, on le qualifie d'atypique. Étape 3, on mène une analyse en interne et on la documente. Étape 4, on décide si, oui ou non, il y a un soupçon. Étape 5, si la réponse est oui, on déclare à la CTIF. Chaque maillon de cette chaîne doit être tracé, documenté. C'est la seule et unique protection valable. Un seul oubli, et c'est tout le dossier qui est bancal. Ok. Et si on ne respecte pas tout ça? Si on décide de faire l'autruche? Eh bien, le prix à payer est vertigineux. Pour le cabinet, mais aussi pour les personnes. C'est ce qu'on peut appeler, sans exagérer, le prix du silence. D'abord, parlons argent. L'amende administrative peut monter jusqu'à 1 250 000 €. On parle bien de plus d'1 million. C'est un chiffre qui n'est pas là pour faire joli, il est là pour être dissuasif. Et soyons honnêtes, c'est une somme qui peut couler n'importe quel cabinet. Mais il n'y a pas que l'argent, et c'est peut-être encore plus grave. La responsabilité est aussi pénale. Et là, la sanction maximale, c'est 5 ans de prison. 5 ans. On ne parle plus de l'avenir du cabinet, là. On parle de la liberté d'une personne. Et pour que les choses soient bien claires, pour que personne ne se dise « oui, mais je n'ai rien fait de mal », la justice a une vision très simple. L'ignorance volontaire est considérée comme une participation. Je répète, ignorer un signal, c'est participer à l'infraction. D'un point de vue légal, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas dire « je n'ai rien vu ». Au final, tout se résume à un choix de perspective. On a 2 façons de voir les choses. Soit on voit tout ça comme un fardeau administratif, une contrainte, des cases à cocher qui font perdre du temps, soit on le voit pour ce que c'est vraiment, un bouclier juridique. Le seul d'ailleurs. Un processus qui est bien suivi, bien documenté, c'est la seule armure qui protégera le cabinet et les personnes en cas de tempête. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de zone grise. La question est binaire. Est-ce que le cabinet est un capteur de risque efficace, comme la loi l'exige, ou est-ce qu'il est, peut-être sans même le savoir, une porte d'entrée, une passoire pour des opérations illicites? De la réponse à cette question dépend tout simplement l'avenir professionnel de chacun.